Alors, Arthur Dreyfus, qui écrit une fiction pour Audible, qui est sous la forme d'un docu-fiction. En fait, ça s'appelle Nos 30 ans. Et c'est 6 trentenaires qui sont interviewés par un intervieweur un peu mystère. Moi, pour l'instant, j'ai lu que les 4 premiers épisodes. Qui leur fait parler de thématiques. Donc, le travail, l'amour. Moi, j'ai vu la politique. Et un autre qui s'appelle tout simplement Vivre. Et après, entre ces personnages se créent des histoires parce que c'est pas, et de fait pas un documentaire, donc se créent des interactions narratives. Bon, mais d'abord, je voulais te présenter, ce qui va être un peu compliqué parce que sur ta fiche Wikipédia, si j'ai essayé de faire la liste de tout ce que tu as fait, tout ce que tu es ou as été, nous avons acteur, magicien, réalisateur, scénariste, romancier, photographe, chansonnier, journaliste, chroniqueur et professeur. Et tu as 32 ans. Ça fait beaucoup, non ? Du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que tout intéresse ou c'est une forme d'angoisse qui s'exprime ? Bonjour à tous. On dit souvent que les artistes ou les individus qui font beaucoup de choses à la fois le feraient pour masquer une angoisse. C'est ce que tu dis. Je ne sais pas, peut-être, mais j'ai l'impression que l'angoisse est quand même quelque chose de très partagé. Et je ne suis pas le seul à être angoissé sur cette terre. Et tout le monde ne fait pas autant de choses que toi, non, c'est mais vrai. En fait, je suis intéressé par la psychanalyse et une chose que ça m'apprend, c'est qu'on peut toujours associer une histoire à quelque chose, mais que c'est peut-être pas l'histoire réelle ou définitive. En fait, on a besoin de se raconter des histoires, de raconter sa vie en histoire, mais je suis pas sûr que les histoires qu'on se raconte, tout est subjectif. Mais alors, est-ce que ton histoire inclut, oui, c'est parce que je suis un peu angoissé, hyperactif. Moi, l'histoire que je me raconte, c'est que j'ai raconté dans mon premier roman l'histoire de mon grand-père, qui est toujours vivant, qui a 96 ans, et qui est un ancien déporté. Et alors, il s'appelle Kaufmann, mais il était juif, mais d'une famille laïque. Et il n'aime pas du tout dire qu'il a été déporté en tant que juif parce qu'il était résistant. Et pour lui, c'est important, comme certains autres, de dire qu'il s'est fait arrêter en tant que résistant. Il avait fait de l'alpinisme dans sa jeunesse et il faisait des études de chimie à Toulouse et il est rentré dans un réseau de résistance où il faisait passer des parachutistes anglais tombés en France et des résistants par la frontière des Pyrénées parce que les soldats allemands avaient un peu plus de mal à inspecter les montagnes, il fallait être alpiniste, etc. Donc il y avait des réseaux de résistants alpinistes qui arrivaient à faire passer des soldats anglais ou des soldats alliés en Espagne, où ensuite il rejoignait Londres. Donc il a été arrêté là, puis ensuite déporté. Et je raconte ça parce que l'histoire que je pourrais me raconter sur cette envie de faire beaucoup de choses à la fois, c'est que j'ai grandi dans l'idée, mais vraiment, qu'à très peu de choses près, il aurait pu, en 1945, ne pas survivre à cette expérience, ne pas revenir de déportation. Il y avait plus de chances de ne pas revenir que de revenir. Et donc, ça s'est même terminé de manière très romanesque, à quelques jours près, peut-être à 24 heures près, si un GI américain n'avait pas cassé 7 portes, si les Russes et les Américains ne s'étaient pas rapprochés ce jour-là de ce camp et que les Allemands, enfin les SS, n'avaient pas déserté parce qu'ils sentaient que la guerre était perdue, peut-être à quelques heures près, il aurait pu être parmi les morts et non parmi les survivants. Donc, ce que ça m'a transmis en tout cas, mais c'est l'histoire que je me raconte, peut-être elle est fausse, mais c'est l'histoire que je me raconte. Ce que ça m'a transmis, c'est que j'ai l'impression, et j'ai fait de la magie, c'est vrai, que tout est un château de cartes. Il y a un personnage qui le dit. Oui, j'arrive pas vraiment à croire que les choses existent, ou il faut vraiment. J'ai toujours un petit doute. Et il y a cette phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup, Henri Maldinet, qui a dit « Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas ». Très belle phrase. Et qu'on arrive à incarner, à imaginer. Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. Par exemple, on est dans sa routine. On vit quelque chose comme la veille et comme le lendemain. Et tout à coup, le téléphone sonne et nous apprend que quelqu'un vient de mourir.
je trouve qu'à ce moment-là, cette phrase est très pertinente. Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas. On a l'impression soudain, à certains moments de notre vie, de percuter le réel. Parce qu'en fait, on vit dans une forme de fiction. Si on vivait dans le réel, ce qui s'appelle le réel, c'est-à-dire que tout peut disparaître en permanence, on serait très angoissé tout le temps. Et la vie serait un enfer. Alors, voilà. Pour rejoindre, alors c'est marrant parce que mais comme quoi, c'est ce qui doit se dégager de ce que tu as écrit pour nos 30 ans, parce que j'ai pris plein de notes sur ce sujet-là, donc on va y aller directement. C'est effectivement le rapport à la fiction. Est-ce que c'est quelque chose de générationnel? Tu as un des personnages qui dit « Je crois que les gens de ma génération vivent dans une irréalité, en fait. Ils doutent du fait de vivre réellement comme s'ils attendaient que leur destin commence. » Et après, elle fait un parallèle à certaines occasions, qu'il s'agisse du Bataclan du 11 septembre, d'un train qui déraille ou d'un rail de C, de cocaïne. On se souvient que tout peut arriver, que la vie, ce n'est pas une fiction. Et je me suis demandé, est-ce que effectivement c'est ça le problème de notre génération, et d'avoir été abreuvé de récits stéréotypés, ou dans tous les récits dans lesquels on a baigné, et je pense qu'on a la même culture, on a à peu près le même âge, il y a un moment, il y a un personnage, et puis il y a un élément déclencheur. Et là, l'action commence. Et c'est comme si, effectivement, on vivait notre vie en attendant l'élément déclencheur et que l'action commence. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Alors, exactement. Là, il y a deux choses. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui parce qu'on vous parle d'un objet qui existe presque, mais qui n'existe pas encore. Cette série qui s'appelle Nos 30 ans, donc, elle vient d'être achevée, l'écriture. Donc, elle va être produite, incarnée par des comédiens. Donc, je vais essayer de vous raconter comment je l'ai écrite. Donc, pour répondre... le sujet que m'a donné Audible, c'était qu'est-ce que c'est avoir 30 ans aujourd'hui, avoir la trentaine. Alors, ça pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que, je me suis posé cette question, est-ce qu'avoir 30 ans aujourd'hui, c'est la même chose qu'avoir 30 ans dans les années 70? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'avoir 30 ans à une certaine époque, qu'est-ce qui compte le plus, autrement dit? Est-ce que c'est l'époque en elle-même ou est-ce que c'est le moment de la vie? Qu'est-ce qui est le plus déterminant? Le monde dans lequel on vit ou le stade où on en est de notre existence? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Mais il est certain que ce qui est peut-être... apparemment, alors j'aime pas trop les anglicismes, mais il y a un terme qui est souvent utilisé pour décrire ma génération, notre génération, c'est millennials. Alors, en fait... les acceptions sont un peu diverses. Moi, au début, millennials, on le voit parfois à la télévision, etc. Millennials, je croyais que c'était ceux qui étaient nés dans les années 2000. Ah oui. Mais en fait, non. Millennials, c'est ceux qui avaient l'âge d'être de jeunes adultes au moment du millénaire, en gros, qui sont nés dans les années 80, 90. Voilà. Et en fait, j'essaye... Moi, je fais juste une parenthèse. Il y a une chose que je déteste, c'est de croire que les hommes et les femmes des siècles précédents étaient très différents de nous. C'est peut-être un cliché de dire ça, mais on a tendance, peut-être par arrogance ou par ignorance, à considérer qu'on est beaucoup plus avancé, beaucoup plus éclairé que les gens du XVe siècle, ou même que les gens du 8e siècle. Bon, c'est sûr, notre technologie et notre culture a changé, mais ce qui fait que nous sommes des êtres humains n'a pas changé. Le rapport à l'existence, à la croyance, à la vie, à la mort, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de différence. Mais en tout cas, d'une génération à l'autre, si on veut vraiment se poser des questions, je pense que ici, ceux qui ont plus de 30 ans peuvent peut-être l'attester. Ce qui a vraiment changé, c'est la présence du numérique et des nouvelles technologies partout. Il y a quelque chose, par exemple le téléphone portable, je pense que c'est un vrai changement civilisationnel, on pourrait dire. J'y ai pensé, je me suis demandé, est-ce qu'on n'est pas aussi, les millennials, c'est la génération qui a connu le monde d'avant, qui a grandi dans l'ancien monde, c'est nos frontières en fait, et qui a été en même temps assez jeune pour complètement plonger dans le numérique, mais alors, moi par exemple, vraiment m'y noyant. Complètement. Et du coup, d'avoir vécu... Mais c'est ce que je trouve un sentiment difficile, particulier. Il y a une espèce de nostalgie quand on parle des vieux téléphones. C'est vrai. Et on adore acheter des trucs des années 80. Le vintage, ça existait avant. Mais c'est vrai qu'on a un pied dans les deux mondes quand on a la trentaine. Parce que je pense que tous ceux qui ont à peu près 30 ans ici peuvent se souvenir des débuts d'Internet. Du moment où le modem est arrivé à la maison et où on a vu un autre monde se déployer comme une sorte de coulisse
qu'on pouvait tout à coup intégrer. Moi, et ensuite, après le modem, le premier rapport à Internet qu'on a pour ma génération, c'est des images qui apparaissent très lentement sur un écran. Et aussi une sorte de bruit bizarre et de musique tordue du modem qui précède la connexion à Internet. Certains ici doivent se souvenir de ce bruit. C'était les modems 56K, ça s'appelait. Combien 28 alors, c'était avant. Et donc, il y avait ça. Ensuite, je me souviens que l'ADSL est apparu. C'était énorme de se dire que... Mais je me souviens d'un sentiment très particulier. Et ça, je pense que c'est presque une rupture générationnelle. C'est la première fois où j'ai téléchargé une chanson sur un ordinateur à la maison. Ah, tu te souviens de ça? Je me souviens de ça. C'était la chanson favorite de ma mère. Une chanson d'un groupe de rock des années 70 qui s'appelait Captain and Tennille. Et l'idée, parce qu'avant, la règle, c'est que quand on voulait un produit, même un produit culturel, on se déplaçait et on allait dans un magasin ou chez un ami pour le trouver. Et l'idée d'inverser ça est que tout à coup, on désirait entendre une chanson ou voir un film et qui pouvait arriver à vous, c'est un sentiment, et là je pèse mes mots, vraiment magique pour la première fois que j'ai vécu ça, que j'ai ressenti ça. C'est comme de se dire qu'on peut rester chez soi et que les objets viennent à soi. Mais sur le sentiment d'irréalité, je pense que le monde numérique a eu un impact de ce type sur notre génération. Alors, il est difficile à évaluer, mais l'image n'a jamais été aussi omniprésente qu'aujourd'hui. Et une chose, par exemple, c'est difficile d'avoir un avis d'ensemble, mais un détail précis, ce qu'on appelle les chaînes info, ces chaînes d'information qui diffusent de l'information en permanence. Oui. Ça, c'est propre à notre époque, on pourrait presque dire à notre génération, de pouvoir allumer la télé et d'avoir des gens devant un poste. Ça existait peut-être avant aux États-Unis, mais en France en tout cas, qui parlent tout le temps, 24 heures sur 24, de quelque chose. Et ce qui donne le sentiment qu'il se passe toujours quelque chose, qu'a fortiori on serait en train de manquer, et qui produit aussi un sentiment de vacuité, de vide, parce qu'on est toujours à côté du monde, à côté de l'information, ou quelque chose comme ça. Mais ça donne un sentiment d'irréalité, parce que le monde n'est jamais celui dans lequel on est, il est toujours celui qui est affiché sur un écran et qui défile sans nous. Et en plus, qui est commenté 1000 fois et 100 000 fois. On sera atteint d'une espèce de bovarisme numérique. Oui, peut-être. Mais bon. Parce qu'au 19e, vraiment, les critiques, y compris les critiques littéraires, étaient très, très inquiets de ce que l'avalanche de romans allait faire, produire comme sentiment d'irréalité sur les jeunes. C'est un vrai souci. Une autre chose sur le sentiment d'irréalité, j'en parle à un moment dans un épisode, Titu. Alors moi, je ne suis pas un consommateur de jeux vidéo, mais quand j'avais 14-15 ans, j'avais un an d'avance et j'étais le plus petit de ma classe. Et j'avais, disons, une croissance tardive, plus un an d'avance. Et j'étais, je pense, peut-être timide ou je me sentais peut-être un peu en retrait. Donc, je n'avais pas beaucoup d'amis. Donc, tu lisais? Non. Oui, je lisais, mais si. J'avais pas beaucoup d'amis et j'étais pas, comme on pourrait dire dans les films américains, un leader dans la classe. J'étais peut-être je faisais le clown aussi, mais j'étais pas très. Mais en tout cas, en seconde, il y a un jeu vidéo qui est apparu, qui était un jeu en ligne, donc sur Internet, et auquel tous les garçons de ma classe se sont mis à jouer. C'était un jeu du style de Warcraft, une sorte de jeu vidéo où on incarnait un personnage et c'était dans une sorte de monde de fantasy où il y avait des druides, des ogres, des magiciens, des chevaliers, etc. Et bon, alors ça, je pense que c'est une expérience que quelqu'un des années 70 n'aurait pas pu vivre de la même manière. Petit à petit, dans ce jeu, je suis devenu le plus fort. J'avais le plus d'or dans ma bourse, le plus de pouvoir et alors, est-ce secret. que tu es devenu plus populaire dans la classe? Non, je ne suis pas devenu plus populaire, mais ma vie s'est engloutie dans cet écran pendant un an. J'ai redoublé une classe à cause de ça. Ah oui? Mais parce qu'il y avait un pouvoir d'identification. Et cette idée de pouvoir être quelqu'un d'autre à travers un avatar. Oui, c'est une nouvelle forme de fiction. Voilà, que ce soit un jeu vidéo ou un profil sur un réseau social. C'est en fait là que je voulais en venir. Parce que finalement, la frontière n'est peut-être pas énorme.
mais tout à coup de pouvoir être quelqu'un d'autre dans un système et d'en tirer de la confiance, de la force, même si tout ça est très illusoire, ça j'ai l'impression que c'est très nouveau et que c'est une expérience de ma génération. Alors, du coup, j'ai 2 questions en une. J'étais étonnée, donc il y a un épisode qui s'appelle Vivre, où voilà, les personnages parlent de vivre, mais de fait parlent aussi beaucoup de la mort. Il y a un épisode très touchant, où chacun, en plus, ils sont tous un peu pudiques à leur manière. Certains ont surjoint le côté non pudique. Enfin bon, il y a vraiment 6 caractères très différents les uns des autres. Et à part la mention, là, la citation que j'ai faite tout à l'heure, j'ai trouvé que les attentats étaient très peu présents. Et ça m'a étonnée parce que pour moi, j'avais l'impression que sur notre génération, ça avait quand même cristallisé. Voilà, t'étais où le 7 janvier, t'étais où le 13 novembre, voilà. En fait, les attentats dans cette série sont présents, mais pas forcément dans l'épisode Vivre et mourir. Ouais. Et j'aime bien l'idée que, par exemple, la sexualité soit présente, mais pas forcément dans l'épisode sur l'amour, ou de décaler un peu les étiquettes. Mais sur Vivre et mourir, je voudrais répondre en 2 temps, mais d'abord, je me demande, et je ne sais pas, peut-être des personnes plus âgées ici pourront me donner leur avis, je ne sais pas si toutes les générations ont le sentiment d'être un peu la dernière génération, ou avec quelque chose d'un peu messianique comme ça, où on a l'impression d'arriver en bout de course. On a parlé de la fin de l'histoire, c'est un concept qui... On a grandi à ce moment-là. On a grandi un peu au moment de la fin de l'histoire. On a l'impression que pendant des siècles et des siècles, il y a eu beaucoup de guerres. Ensuite, il y a eu la guerre franco-prussienne, 71. Ensuite, il y a eu la Première Guerre, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On dit la Seconde Guerre mondiale pour espérer que ce soit la dernière. Et ensuite, il y a eu, je parle de l'Occident, plus ou moins l'Union européenne. Et les 30 Glorieuses, et avec cette idée que voilà, tout ce qui était compliqué était un peu derrière nous, et que, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est un sentiment très partagé par les gens de ma génération, de ne plus arriver à faire l'histoire, ouais, de simplement subir l'histoire des décennies précédentes, de devoir faire avec, notamment en matière d'écologie, mais justement, ce qu'on nous dit beaucoup en matière d'écologie, c'est fini. C'est trop tard, c'est ce qu'on entend beaucoup. Alors, il y a d'autres formes de voix, mais Corinne Lepage, par exemple, l'ancienne ministre de l'écologie, j'entendais hier à la télé, elle répète beaucoup ça. Elle dit « c'est fini ». Elle dit ma génération, en parlant d'elle, donc la génération de mes parents, on a fait trop d'erreurs, on n'est pas sûr de pouvoir tout réparer. Je ne sais pas, j'ai l'impression que quand on a 30 ans, à peu près, au niveau politique en tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort. Et qu'on a essayé le pire, ça n'a pas marché, qu'on a essayé le meilleur, et on n'y croit plus trop au meilleur. En même temps, on est une génération à qui on a beaucoup reproché de ne pas être assez politisé, de ne pas s'engager, etc. On est on est une génération peut-être peu politisée, et en tout cas, j'ai l'impression, quand je vois des films des années 60, 70, quand je lis des livres de jeunes gens qui parlent de cette époque, j'ai l'impression que beaucoup avaient le sentiment de vouloir construire un monde, en l'occurrence reconstruire un monde, mais inventer un système politique, créer du bonheur, créer des choses, alors peut-être c'est français, mais qu'ils croyaient en une forme de bonheur, en une forme de vie. Alors maintenant, peut-être les Gilets jaunes nous parlent de ça ou pas, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a notamment dans la jeunesse française une forme de morosité, et je le vois autour de mes amis. Et tu n'as pas l'impression que justement les attentats ont bousculé ça? Alors les attentats ont peut-être bousculé ça. Ce que les attentats ont fait, c'est qu'ils ont... les attentats, moi, c'est clair, j'avais écrit dans un journal, je pense évidemment qu'il y a une génération Bataclan. Et c'est vrai que de la même manière qu'on se dira où tu étais tel jour, on peut se dire, et je pense qu'on se dira dans 20 ans, où étais-tu le soir du Bataclan? Mais je pense qu'on se le dit déjà. Moi, j'ai l'impression que quand on rencontre quelqu'un, il y a un moment, la discussion on continuera de se le dire, je pense. Oui. Mais en fait, ce que ça a changé, peut-être c'est... Mais moi, ça m'a touché très particulièrement parce que ça nous a montré qu'on pouvait être coupable d'être vivant, coupable d'être en vie. Et parce que les gens qui ont été tués lors de ces attentats n'ont même pas été tués parce qu'ils appartenaient à une religion, à une classe sociale. Ils ont été tués parce qu'ils prenaient un verre à une terrasse, parce qu'ils écoutaient de la musique. Donc,
en résumé parce qu'ils étaient vivants et qu'ils profitaient de ce qu'on pourrait appeler la vie. Et ça a beaucoup assombri cette idée parce que ça nous a tout à coup fait savoir que pour certaines personnes, être vivant, c'était considéré comme une insulte à eux et comme un crime. Je pense que d'une manière un peu souterraine, c'est très violent même d'imaginer ça, au-delà de la violence de l'attentat. Mais alors, juste revenir sur ce que tu disais avant, sur les générations d'avant qui étaient sans doute plus utopistes et qui adhéraient plus facilement à des idéaux. Il y a, sur les points communs entre les différents personnages, il y a un truc, et ça a été terrible parce que je me suis reconnue et j'ai reconnu tous mes proches. C'est une espèce d'ambivalence, de besoin permanent de dire... Alors, je vais le décrire très concrètement quand les personnages parlent. Ils vont dire, tu vois, ils parlent à l'intervieweur, ils disent, tu vois, le stéréotype de la meuf qui machin, tout ça. Ils font des blagues dessus et après, ils disent, bon, bah, c'est complètement moi. Et cette espèce de besoin de mise à distance, d'autodérision permanente et de ne pas être capable de juste dire une chose au premier degré, toute ça, enfin, voilà, brute. Ah, oui. Mais qui, pour moi, est à relier avec le fait de ne pas se dire, oui, moi, je crois en la paix dans le monde. Enfin, non, on ne dit pas des trucs comme ça parce qu'on est un peu tous cyniques et qu'on a du recul et que... Et ça, je ne sais pas, est-ce que ça caractérise une génération, cette attitude d'autodérision? Je pense que ce n'est pas forcément une autodérision, mais c'est un manque de foi dans la parole. Et ça, je pense que ça peut être lié aux réseaux sociaux et plus généralement à une mode de télévision. De mise en scène de soi. Mise en scène du réel, oui, de c'est soi. C'est comme si on avait une surconscience de l'image de nous. Oui, c'est ça, une surconscience. Et on vit à une époque où on utilise beaucoup, comme on dit, de petites phrases dans les télévisions. Il y a eu la télé-réalité. Vivre est devenu un spectacle, plus qu'avant. Et c'est vrai qu'on a du mal à exprimer une opinion sans penser à l'image que peut transmettre cette opinion. Et ça va avec la mode des statuts. On publie sur les réseaux sociaux des statuts. On est merveilleusement bien, on est en colère, on est ceci, on est cela. Et les phrases, même quand on dit une phrase sur un réseau social, elle est presque entre guillemets, on s'autocite. On ne parle plus, on parle et on s'écoute parler. Ouais. Mais ça va aussi, et ça, je voudrais écrire un truc là-dessus. Tu l'exploites très bien dans la série, vu que c'est des gens qui sont interviewés, en plus ils sont dans un rapport à la parole, où on sent qu'ils se demandent, mais attends, quelle image ça va me donner de moi? Il y en a qui reviennent sur ce qu'ils ont dit, et l'épisode suivant disent, non, mais en fait, c'était pas ça. Mais on a moins l'habitude de la parole aujourd'hui. En fait, la parole est devenue très écrite. Ce qui est marrant, c'est que... alors, on pourrait comparer à plein d'époques comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont pensé que quand le téléphone et les nouveaux médias, disons, arrivaient, ça allait tuer l'écriture. Ça allait tuer l'écriture, que plus personne ne saurait écrire, et que j'ai écrit ça à un moment dans un épisode, et que les gens allaient uniquement se téléphoner, utiliser la voix. En réalité, c'est exactement le contraire qui s'est produit, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais autant écrit, je pense, depuis les origines de l'humanité. Le premier outil de communication entre des jeunes gens, c'est le texto aujourd'hui. Alors certes, ce n'est pas des lettres avec des pigeons voyageurs, mais c'est quand même l'écrit. Ouais. On passe par de l'écrit et les jeunes aujourd'hui, on accuse beaucoup, on fait beaucoup le procès de l'inculture de la jeunesse qui en fait remonte aux origines de l'humanité, mais c'est vrai, je pense que l'orthographe est moins bonne que dans les années 50. Oui, je pense qu'un élève de CM2 des années 50, enfin de cours élémentaires, écrivait mieux en moyenne qu'un élève de 6e aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Mais l'élève de CM2 de cours élémentaires des années 50, très vite, s'il devenait ouvrier ou autre, allait abandonner l'écriture et quasiment ne plus écrire, sauf pour remplir des documents administratifs et écrire peut-être une lettre importante à son épouse dans sa vie. Alors qu'aujourd'hui, l'écrit fait partie intégrante de la vie de quelqu'un qui a 14, 15, 16, 17 ans, évidemment plus. Et cette manière de penser par écrit, et par ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai toujours imaginé, c'est que le texto, et en tout cas le chat, était la forme la plus proche technologique de la télépathie. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça il y a 2 siècles? Je ne crois pas. C'est en fait très proche de la télépathie. J'ai essayé, faites une expérience un jour, vous pouvez essayer, c'est amusant, de prendre un café texto avec quelqu'un,
je me suis retrouvé avec une copine dans un café, on s'est dit bonjour par texto, et on a discuté pendant 1 heure face à face en buvant un café, mais uniquement par SMS, ce qui était étonnant. Mais au bout d'un moment, ça révèle cette chose qui est qu'on a l'impression d'entendre les pensées de l'autre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de production de son, et pourtant, on communique totalement, et on se dit des choses. C'est quand, par exemple, quand on est dans les transports, dans un train, un métro, et que tout à coup, on a des phrases qui arrivent sur un écran, on ne pense pas que ce sont des messages. On a vraiment le sentiment, très vite, spontanément, de communiquer avec le cerveau de quelqu'un d'autre qui se trouve ailleurs et qui nous entend presque penser. Et donc, il y a quelque chose de presque de magique, oui, là-dedans, mais qui fait que ce rapport à la parole écrite a transformé notre manière de dire les choses. On dit en écrivant. On dit en pensant à quoi va ressembler ce qu'on dit quand ce sera écrit. Et on dit presque, non pas en entendant, mais en lisant. Et on dit en se lisant et en écoutant ce qu'on a écrit. Et donc tout ça pour dire que ça change le rapport à la parole. Et la conséquence négative de ça, c'est que les gens ne se parlent plus dans l'espace public. Là, c'est très frappant quand on voit du cinéma, notamment du cinéma militant des années 60, 70, mais du cinéma en général, dans les files d'attente des boulangeries, des boucheries et des kiosques à journaux, de n'importe où, les gens discutent. Dans la rue, les gens discutaient. Et on peut même parler, pour revenir aux chaînes info, même si je déteste cette expression, des cafés et des bistrots partout en France, qui maintenant sont presque silencieux, sauf peut-être à Toulouse, mais ils sont beaucoup réduits en termes de bruit, parce que maintenant trône au milieu du comptoir BFM TV, avec une chaîne qui crache de l'information en permanence, qui recouvre le bruit ambiant, et qui fait qu'il n'y a presque plus besoin de parler pour passer le temps. Ça, j'aime pas trop dire que c'était mieux avant, mais je trouve qu'en l'occurrence, c'est vraiment triste. C'est triste de voir des lieux publics de vie où les gens ne parlent plus. Surtout des lieux qui sont faits pour ça, comme des cafés ou des bistrots ou des brasseries. C'est très frappant, je trouve. Il n'y a plus que les vieux, ce qu'on appelle les vieux, qui ont le visage plissé, un béret et pas de téléphone, qui discutent, mais on a l'impression que ce sont des fossiles, une espèce en train de disparaître. Alors du coup, ça m'amène à la question de comment tu as travaillé là concrètement sur la série, parce que tu écris quelque chose qui est fait pour être dit, avec en plus une situation d'énonciation particulière, puisque c'est un intervieweur. Alors, on n'entend pas ses questions à lui, on n'entend que les réponses des interviewés. Tu as écrit des romans avant, alors tu avais écrit pour... je crois que tu as écrit une chanson, tu avais déjà travaillé avec l'oralité, mais comment, par écrit, alors tu leur... En plus, ils ont chacun une voix particulière, ils ne parlent pas. Moi, j'ai juste lu, je n'ai pas entendu, mais j'ai juste lu. Et ils ont effectivement une diction, un rythme qui leur est... particulier. Donc, comment tu as travaillé là-dessus? Comment tu travailles pour écrire quelque chose qui va être dit? Donc, pour les personnages, il y a une série que vous connaissez sans doute ici de France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre, de Sonia Kronlund. Vous la connaissez peut-être? Tous les jours, ça dure une demi-heure. Et c'est une personne réelle, une ou plusieurs personnes, qui racontent une histoire vraie. Et souvent, les témoignages sont très intéressants. Et ce qui me plaît, mais c'est un procédé de radio, en fait. C'est pas que les pieds sur terre, mais c'est particulier. Ce qui me plaît, c'est qu'on entend très rarement les questions. On a l'impression que la personne raconte l'histoire d'une manière spontanée, naturelle. Voilà. Et j'aime bien cette idée. Donc, je me suis un peu inspiré de ce principe de ne pas entendre, sauf au dernier épisode, donc, les questions d'une sorte d'intervieweur fantôme, mais qui fait aussi que c'est l'autre, en fait. Et cet autre mystérieux. Est-ce que tu avais écouté le podcast Transfert? Je peux le citer parce oui, que voilà, c'est le même dispositif. Et par ailleurs, pour écrire sur des gens de 30 ans, je me suis inspiré des gens que je connaissais beaucoup. J'ai souvent une ou deux personnes mélangées dans la tête par personnage. Mais alors, j'ai essayé de... Je ne peux pas être exhaustif, j'ai choisi 6 ou 7 personnages, mais j'ai essayé dans ces personnages de représenter ce qu'on pourrait appeler un petit morceau de génération trentenaire. Ouais. Donc je peux les décrire rapidement. Il y a un personnage... Alors il y a une fille qui s'appelle Sonia. Sonia, c'est un peu une bobo écolo,
une bobo écolo qu'on pourrait appeler un peu naïve peut-être, parce que elle est pleine de bons sentiments. Mais qui évidemment n'arrête pas de dire on va me trouver naïve. Voilà, voilà, c'est vrai. Oui, elle est pleine de bons sentiments, elle a de bonnes valeurs, elle a déjà un petit garçon. Alors, elle fait des photos, elle fait des projets artistiques, mais qui lui rapportent pas beaucoup d'argent. C'est plutôt son mec qui a un métier stable, mais elle voudrait vivre pour ne pas travailler. Mais elle trouve que le travail c'est pas bien. Mais en même temps, si son mec ne travaillait pas, ce serait difficile aussi. Mais donc c'est une idéaliste et elle est, voilà, je pense qu'elle est assez représentative d'une sorte entre guillemets de bien-pensance, mais de bien-pensance au sens positif du terme. Je ne pense pas que ce soit négatif d'être dans la bien-pensance. Voilà, ça s'appelle la civilisation. Donc voilà. Après, il y a une fille qui, alors elle, c'est un peu différent. Elle s'appelle Claire et elle a été élevée dans un milieu plus bourgeois parce que les parents de Sonia, c'est un peu des ex-68ards. Claire, elle, c'est le stéréotype un peu de la fille qui s'est enfermée trop tôt dans la vie. Elle a des enfants, déjà, 2, elle travaille déjà beaucoup et elle a 29 ou 30 ans et elle a l'impression d'être au bout de sa vie. Elle a l'impression que tout est tracé pour 30 ans et que voilà. Mais d'ailleurs, bon, en fait, je vais pas dire tous les personnages, mais j'ai essayé de trouver plusieurs types. Oui, non, mais qui existent. Ça fonctionne très bien. Ils ont chacun. Alors, il y a juste, mais j'ai lu que 4 épisodes, mais MeToo n'apparaît pas dans les 4. MeToo ? Ouais. Non, c'est vrai. Ça apparaît dans le dernier. Tu vois, sur les questions de génération, alors moi, évidemment, tu vois, génération Bataclan, etc. Mais alors, en tant que femme, je me dirais, bah oui, mais aussi MeToo. Oui, c'est vrai, quelle que soit l'idée qu'on peut en avoir d'ailleurs. Mais ça apparaît dans le dernier épisode. Mais notamment sur le fait qu'avoir 30 ans, je me demande en fait si être un garçon ou une fille, ça a un impact sur le fait d'avoir 30 ans. Est-ce que le genre a un impact sur le rapport qu'on a à son âge ? Oui, bah c'est le cas. Mais après, on tombe vite dans des stéréotypes de genre. Dès qu'on parle d'horloge biologique ou dès qu'on dit, voilà, une fille, quand elle se rapproche du moment où elle ne pourra plus avoir d'enfants, le seul fait de parler de ça établit une différence entre les garçons et les filles fondamentale et peut être aussi mal interprété. Ou je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, MeToo. Mais je pense que c'est très récent, tu vois. Et c'est sans doute aussi pour ça que les attentats, même si c'est récent, on a digéré une partie, etc. C'est sans doute si, tu vois, générationnel. Quand on sera sorti de nos 30 ans et si on doit réécrire sur notre temps, je pense que oui, ça rentrera dedans. C'est quand même un truc voilà, qui... ne serait-ce que parce que moi, je me suis tellement engueulée avec plein de gens que oui, ça devient quelque chose de... Voilà. Un point qui permet de se positionner les uns les autres. Quoi. Oui, c'est certain. En fait, je pense que MeToo, je dis ça d'une manière personnelle, mais je pense que MeToo, tout ce mouvement, c'est quelque chose qui a un impact et qui est bien plus perceptible dans le monde du travail. Ouais. Je trouve. Bon, alors peut-être dans l'espace public aussi, mais d'une certaine manière, c'est sorti du monde du travail. C'est sorti du rapport à pourquoi on emploie telle femme ou pas, à ces blagues stéréotypiques sur j'ai choisi la secrétaire qui avait les plus gros seins, pas celle qui n'a pas volé. C'est parti quand même des actrices qu'on engageait plus ou moins si elles couchaient avec le producteur, c'est ça qui a déclenché. Et en fait, je dis ça parce que j'ai l'impression que le vrai changement, il a vraiment lieu dans le monde du travail pour MeToo. Et moi, en tout cas, en tant qu'écrivain, j'ai moins de contact avec ce qu'on pourrait appeler le monde de l'entreprise, avec des endroits où des personnes différentes, de genres différents, de sexes différents, sont associées pour travailler ensemble. Mais ça ne veut pas dire que je ne le vois pas, je l'observe. Mais c'est peut-être... Voilà, je pense que travailler dans une entreprise avec des collègues hommes, des collègues femmes, c'est quelque chose de très particulier.
que la socialité qui émane de ça, notamment dans le rapport intersexe, est aussi très particulière et très complexe, et en train d'évoluer. Et voilà. Et je pense que, alors la vie c'est autre chose, la galanterie ça devient démodé, etc. Mais je pense que dans une entreprise, on ne peut plus dire à une femme avec un petit cul comme ça, tu dois courir vite, ou des choses qui il y a peut-être 5 ou 6 ans pouvaient encore passer pour de l'humour. De l'humour quoi de lourd. Là, c'est certain qu'il y a quelque chose qui ne passe plus. Alors, du coup, ça m'amène à une autre question que je me suis posée, qui est, comme tu as travaillé tout seul, ou alors en équipe avec Audible, comment ça se passe? Est-ce que c'est un travail, parce que c'est... Donc, ils t'ont proposé le projet, et après, ils t'ont laissé tout seul devant ton ordi ou... On en a discuté avec Jacques, qui est ici, de temps en temps, et je lui informais des thèmes des épisodes que je souhaitais écrire. Il y avait un échange à ce sujet, mais non, sinon, j'ai été très libre quand même. Je pense qu'un des partis pris de Audible, c'est de demander à un écrivain de produire une série, et ensuite... de ne pas chercher à produire le contenu, de le laisser libre une fois qu'on s'est mis d'accord, je sais pas, sur le thème, l'atmosphère et les personnages. Ça, j'ai vraiment apprécié. Très bien. Alors, j'ai une dernière question qui est... je voulais conclure. Je me suis dit, je vais poser une question personnelle. J'espère que tu vas répondre. Le jour de tes 30 ans, tu as 32 ans, le jour de tes 30 ans, tu as fait quoi? Le jour même. En fait, je pense qu'il y a 2 types de personnes. Et tu me diras de quel type tu fais partie. Je pense qu'il y a des gens qui se souviennent des dates et d'autres non. Moi, je crois que j'ai une très bonne mémoire sur le lien, les émotions que j'ai ressenties, ce qui se passe, mais j'arrive pas du tout à associer. Je veux dire, tu te souviens pas des moments à des dates. Non, mais je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait. Bon, 31e anniversaire, 30e, 29e. J'ai quasiment pas de journée précise dans la tête liée à des faits. Mais pourtant... Donc, tu ne te souviens pas de ce que tu as fait le jour de tes 30 ans? Non, pas du tout. Non. Mais tu te souviens si après, tu as fait une énorme fête ou tu t'es dit non, je vais me Alors, faire je déteste les énormes fêtes. Oui, c'est vous un ciné tout seul Non, mais j'ai dû faire une fête avec quelques amis, mais je déteste les énormes fêtes parce que, en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand on fait une fête, tout le monde joue à être heureux en faisant abstraction du drame de l'existence et que quelqu'un va me taper sur l'épaule pour me le rappeler à chaque instant. C'est le principe de l'anniversaire. On te fête le fait que tu vieillis, c'est qu'un jour tu vas mourir. Donc c'est ça. C'est le principe de cette fête. Et puis, je sais pas, ça c'est peut-être quelque chose que d'autres ont vécu, mais en fait, dès que plusieurs amis sont réunis, je suis dans la pure angoisse de ne pas parler suffisamment avec chacun d'entre eux. Oui. Et donc, je n'arrive pas du tout à profiter du rassemblement parce que je parle 3 minutes avec quelqu'un, 3 minutes avec quelqu'un d'autre. Et à la fin de la soirée, je suis épuisé et j'ai mauvaise conscience. C'est toujours celui qui en profite le moins de cette soirée-là. Je pense que c'est le cas. Non, parce je crois qu'il y a des gens qui arrivent à profiter de leur fête d'anniversaire, à mettre de côté cette forme d'angoisse et à partir du principe que les autres sont venus de manière bienveillante. Mais du coup, c'était pas un cap important, 30 ans? Non. Ah oui? Alors, ça c'est moi, la fille qui a emmerdé son monde pendant 6 mois avant, 6 mois après. Je vais avoir 30 ans, j'ai eu 30 ans. Voilà, moi ça a été un truc important, tu vois. Ça a non, pas moi, mais c'est une question que je me pose. Là, j'en parle souvent avec des gens plus âgés que moi, notamment mes grands-parents, j'en avais parlé avec eux. Est-ce que dans la vie, on a le sentiment de bloc? Est-ce qu'il y a des zones frontières et des étapes? Ou alors est-ce que tout est tissé? Parce que par exemple, moi, au stade où j'en suis, j'arrive à remonter à mon enfance. Ensuite, je me revois au collège, au lycée. Je revois à mes études. Et puis mon installation à Paris. J'étais lyonnais à l'origine. Mais j'arrive pas à... Alors, je pense que ce qui marque des grandes étapes, c'est des chocs dans la vie. Ouais. Alors, notamment peut-être pour une génération, le Bataclan, mais la mort d'un parent, là, on bascule dans une autre étape de vie. Une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, mais même pas. J'arrive pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais je dis pas que c'est pas important une rencontre amoureuse. Mais j'ai l'impression que tout est
comme une guimauve qu'on peut tirer, qui a quelque chose de fluide depuis le début de la vie. Et d'ailleurs, on le disait, tu le disais, à quel moment ça commence? À quel moment ça commence? À quel moment la vie commence? Dans les films, il y a un événement, effectivement, qui déclenche et qui fait que les choses commencent. Mais peut-être c'est quelque chose de ma génération, c'est de se demander à quel moment ça commence. Voilà. D'abord, on est traité comme des enfants ou comme des jeunes très tard. Je pense que dans les années 70, on était des adultes à 22 ans. Aujourd'hui, à 30 ans, la question se pose de savoir si on est encore des adolescents. Et donc, on se demande à quel moment ça commence vraiment la vie. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu partagé. Que c'est un sentiment d'irréalité. Est-ce que les choses ont commencé? Et qu'est-ce qui va arriver? Il y a une phrase d'Aragon que j'adore, et c'est peut-être une phrase de conclusion, qui a dit « La jeunesse, c'est quand on ne sait pas ce qui vient après ». Et c'est une phrase bouleversante, en fait, parce que quand on sait ce qui vient après, c'est triste de se dire ça. Ce qui vient après, on comprend ce que ça peut vouloir dire. Mais la jeunesse, quand on ne sait pas ce qui vient après, c'est peut-être quand tout est possible. Tout reste possible quand on est encore dans une illusion d'immortalité, peut-être, ou de choses à faire devant soi qu'on ignore. On ne sait pas ce qui va venir et on a envie, peut-être, à l'intérieur de soi, de le découvrir. Moi, avec 30 ans, je les ai exactement vécus comme ça, comme un rétrécissement du champ des possibles. Comme à 20 ans, c'est ouvert. Là, quand même, il y a des choses. À 30 ans, il y a des choses, voilà. Je ne serais pas une star de la chanson de 22 ans. De 22 ans, oui, mais peut-être de 40 ans. C'est pour ça, je pense que quand on ne sait pas ce qui vient après, il faut y croire toute sa vie. On peut être jeune toute sa vie si on croit à cette phrase toute sa vie. Mais le rétrécissement des possibles, j'y ai beaucoup réfléchi, et le rétrécissement des possibles, pour moi, c'est la liberté. En fait, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais quand je me trouve dans un restaurant chinois avec 55 plats à la carte et 220 entrées, je suis plongé dans un désarroi total. Tandis que quand je vais dans un bistrot qui a 2 plats au menu, je choisis entre un des deux et je suis content et je ne passe pas mon repas à me dire qu'est-ce que j'aurais choisi si je n'avais pas choisi ça. Et en amour, d'ailleurs, je pense que c'est un sentiment qu'on peut avoir, qui est, quand on a le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui nous correspond, il y a quelque chose qui apaise beaucoup. Pourquoi? Parce que momentanément, même si on peut avoir des désirs alentour, on est apaisé parce qu'on se dit ça me va bien là, voilà. Tandis que quand on doute, on a l'impression de passer à côté de plein de choses. Donc, quand on veut faire plein de choses dans sa vie et que la vie choisit pour vous, et qu'on ne sera pas une star de la chanson de 22 ans, ou qu'on ne sera pas ceci, cela, ou qu'il y a des choses qui nous font renoncer à certains points, en fait, je pense qu'à l'intérieur, ça apaise. Et ça, c'est un mystère que j'ai hâte d'élucider, car la chose que j'entends toujours autour de moi, et peut-être c'est impensif, mais j'entends toujours autour de moi depuis des années, des gens de 40 ans qui me disent « je ne voudrais plus jamais avoir 30 ans », ou des gens de 50 ans qui me disent « je ne voudrais plus jamais avoir 40 ans ». Alors moi, je dis « j'aimerais vraiment plus avoir 20 ans ». Voilà, ça fonctionne. Alors que je croyais qu'apparemment 20 ans, c'était le plus bel âge, mais alors d'autres disent « je ne voudrais plus jamais avoir 20 ans ». J'ai l'impression que plus on avance dans la vie... Plus on se satisfait de son... Je ne sais pas si on se satisfait, mais plus il y a quelque chose qui, en tout cas, qui peut se poser, et on est moins dans l'angoisse de la réalisation, moins sensible peut-être à l'image qu'on projette de soi, et on accepte plus de vivre des choses sereinement. Et en tout cas, moi, j'ai 32 ans, mais on m'a dit 1000 fois qu'on était beaucoup plus heureux et serein à 40 ans qu'à 30 ans. Peut-être c'est une consolation. J'ai un ami du coup, il va falloir que tu fasses nos 50 ans pour voir si on se traîne toujours les mêmes problèmes ou si on a changé et on a trouvé des solutions. Mais on verra. Et voilà, je ne suis pas dans le culte. Il y a une sorte de résumé de tout ce qu'on a dit. C'est une phrase d'Oscar Wilde qui avait écrit « Le drame, ce n'est pas de vieillir, c'est de rester jeune. » Tout en vieillissant, donc. Mais c'est une belle manière de voir les choses, je trouve. C'est très bien, c'est une très belle phrase de conclusion. Merci Arthur.